Bonjour à nouveau, bonsoir à ceux qui n'étaient pas encore là ce matin. Je suis toujours Charlotte Bricard, je suis journaliste et je suis toujours contente d'être avec vous pour ce premier Be Better et pour cette dernière conférence de la journée. Une dernière conférence ambitieuse puisque nous allons parler certes de Be Better mais aussi de Be Happy, des liens donc entre le bonheur, l'éthique, entre les comportements vertueux et responsables et ce Graal qu'est le bonheur. On va s'intéresser à la façon dont le cerveau, nos cerveaux nous poussent à l'inaction climatique, essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut justement venir lutter contre cette tendance. On va convoquer de grands philosophes, on va écouter des témoignages passionnants et je vais commencer par vous présenter justement les trois intervenants de cette conférence. Marianne Chaillan. Bonjour Marianne. Bonjour. Philosophe pop, en tout cas c'est ce que dit la page web la tienne, donc c'est comme ça que tu te revendiques. Philosophe auteur notamment de Où donc est le bonheur, mais pas que, on en reparlera tout à l'heure. Sébastien Boller, bonsoir Sébastien. Bonjour, bonsoir. Sébastien Boller, docteur en neurosciences et spécialiste du cerveau, donc vous l'aurez compris, voilà pour le cerveau, la philosophie, et Thomas Brezard, directeur Perma Entreprise de Norcis et par ailleurs co-président de Bilab France qui fait une parfaite transition avec la conférence précédente si vous l'avez écoutée sur la boussole Bicorp. Voilà, on va donc avoir l'occasion de vous écouter tous les trois, partager vos réflexions, vos convictions sur ce gros mot qui est le bonheur. Peut-être qu'en guise d'introduction, exactement, Marianne, d'ailleurs, vous avez déjà le micro en main. Marianne, vous êtes un auteur prolixe, hein, vous avez écrit un certain nombre de titres, À la folie passionnément, In Pop We Trust, Ainsi philosophait Amélie Nothomb, Ils vécurent philosophes et eurent beaucoup d'heureux, ou le tout premier, Harry Potter à l'école de la philosophie. Ça donne un peu la couleur de vos écrits. La première question que j'avais envie de vous poser, c'était justement comment est-ce qu'on peut préciser la définition de ce gros mot qu'est le bonheur d'un point de vue peut-être philosophique. C'est un bon point de départ, en tout cas, que de commencer par la définition des choses. Et c'est vrai que si dans le langage ordinaire, on a tendance parfois à utiliser un mot pour l'autre, plaisir, joie, bonheur, c'est important de distinguer entre les trois pour savoir ce qu'on recherche quand on dit qu'on recherche le bonheur. Alors, le plaisir, c'est un bien-être essentiellement d'ordre sensible et éphémère. Par exemple, à midi, j'ai mangé une très bonne pizza. Puis-je dire que j'ai été heureuse ? Non, j'ai eu du plaisir. C'est passager. La joie, c'est un bien-être total. C'est à la fois sensible, comme l'était la pizza, mais c'est aussi mental. Donc c'est plus grand que le plaisir. C'est tout aussi éphémère. Peut-être, je ne sais pas, suite à une marche en montagne, quand j'ai atteint mon objectif, j'ai un plaisir à la fois mental et physique, mais ce plaisir passe. Le bonheur, si on le distingue des deux premiers affects, c'est un affect total, physique, mental, mais qui en plus dure dans le temps. Donc je vous le demande simplement, est-ce que vous connaissez ce que Kant utilise quand il définit le bonheur? Il nous dit la satisfaction de tous vos désirs en intensité, en extension, c'est-à-dire tous. Est-ce que vous avez satisfait tous vos désirs à fond et pour toujours? Si oui, voilà, vous êtes un homme heureux. Mais vous voyez tout de suite que si on s'en tient à la définition, c'est un petit peu difficile. Et donc, si telle est la définition du bonheur, alors que tous ici, nous cherchons le bonheur, n'est-ce pas? Mais si le bonheur est cet état absolu, peut-être on peut se demander si la recherche du bonheur n'est pas le moyen le plus sûr d'être profondément malheureux, parce qu'on ne va pas l'atteindre, hein, cet état d'absolu. Voilà. Et il y a aussi une injonction actuelle à la propriété quelque part. Aujourd'hui, on a un peu tendance à associer la notion de bonheur au fait de posséder des choses plutôt qu'un état, parce que vous parlez beaucoup d'un état d'être finalement. Oui, alors vous verrez, on développera probablement un peu plus tard la définition du bonheur, mais on peut une autre, hein, celle que les philosophes vont construire, mais on peut tout de suite dire, et je pense que chacun ici le sait et le sent, que le bonheur n'est pas du côté de l'avoir. Hein, on ne dit pas j'ai heureux, mais je suis. C'est un état d'être. Et qui donc, on peut le dire tout de suite, cela dit, la plupart des gens semblent l'ignorer, n'a rien à voir avec la recherche et l'obtention de biens matériels.
Voilà, on peut avoir peu, comme le chante un ours philosophe dans un dessin animé bien connu, Le Livre de la Jungle, il en faut peu pour être heureux. Et à l'inverse, on peut avoir beaucoup et ne pas être heureux. J'ai presque envie de chanter, mais je vais m'abstenir et plutôt passer la parole à Sébastien Boller. Sébastien, donc vous êtes, je le disais, docteur en neurosciences, rédacteur en chef. Vous êtes également auteur du Bug humain, de Où est le sens, de Human Psycho, des titres extrêmement positifs sur l'espèce humaine. Pas forcément. Non, Non, l'espèce humaine, si elle était si positive que ça, on ne serait pas en train de détruire une planète. Je- Mais il y a des bons côtés quand même. Il y a quand même des bons côtés, ça me rassure. Mais donc, de votre point de vue scientifique, justement, qu'est-ce que cette réflexion de Marianne vous évoque sur cette injonction sociétale, quelque part, et cette erreur peut-être assez commune? Ça m'évoque, ça plante tout de suite le problème. C'est-à-dire que la définition de Kant qui dit le bonheur, c'est la satisfaction de tous les désirs en intensité, en quantité, en étendue, euh, ça pose le problème parce que biologiquement, les désirs ont plutôt tendance à être illimités. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les parties du cerveau qui désirent quelque chose et qui tendent vers le plaisir que libère la satisfaction d'un désir quand on l'atteint, vont effectivement générer du plaisir, notamment avec certaines molécules que certains d'entre vous connaissent peut-être, la dopamine, qui va durer peu de temps. Et une fois qu'on a atteint son objectif, on a du plaisir, et puis ensuite, on ressent plus grand-chose, et il y a un autre désir qui doit prendre la place du précédent. Et donc l'idée qu'on va de pouvoir satisfaire tous nos désirs, ça veut dire qu'on devrait être dans une escalade perpétuelle de tout ce qu'on peut imaginer. C'est un petit peu la promesse de la profusion, de la pléthore d'une société consumériste aujourd'hui, et qui n'a fait qu'aller vers cette croissance des désirs. Ou alors il y a une autre voie possible, qui est de dire la satisfaction de tous mes désirs, ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, je m'arrange pour, à l'intérieur de moi-même, avoir la sensation que je suis satisfait. Et on se rend compte que ça, c'est un geste mental, un geste psychique qui ne dépend pas forcément de ce qu'on va pouvoir obtenir concrètement, mais de la sensation ou de la décision d'être satisfait de ce qu'on a. Et alors, quant au fait d'associer le bonheur à la possession ou à la consommation, il y a un piège là-dedans, parce que c'est vrai que si on prend la définition de Kant, de dire le bonheur, c'est quand j'arrive à satisfaire mes désirs, il est un fait que biologiquement, on a une sorte de programmation, même si ce n'est pas un déterminisme, en tout cas c'est une force assez puissante qui nous pousse à désirer quand même des choses qui sont d'ordre matériel, qui fournissent du plaisir parce que c'est câblé quelque part dans nos récepteurs. Par exemple, le fait de manger quand on a faim, bah oui, c'est quelque chose de matériel. Le fait d'avoir du plaisir sexuel aussi, le fait d'être quelqu'un d'important sur les réseaux sociaux aussi, le fait de faire pas trop d'efforts aussi. Tout ça, c'est des choses qu'on peut atteindre quand on possède des choses. Et donc, les désirs ont maille à partir avec la possession, c'est un fait. Et donc, si on ramène le bonheur à la satisfaction des désirs, on peut, à ce moment-là, ne plus avoir les idées très claires et penser qu'effectivement, le bonheur va résulter de cette poursuite des désirs. Or, ils sont illimités. Or, ça va faire beaucoup de dégâts sur le monde extérieur, potentiellement sur les autres, et ça ne débouche pas sur une satisfaction tant qu'on n'a pas soi-même posé la limite. Ça me mène droit à vous, Thomas. Vous satisfaisez certainement un certain nombre de vos désirs, puisque vous êtes aujourd'hui directeur permanent entreprise chez Norcy. Vous accompagnez à la tête de B-Lab, qui est l'association qui gère, qui accompagne les entreprises estampillées Bicorp, un certain nombre d'acteurs engagés dans le bon sens. Est-ce que vous êtes un homme heureux ? Je pourrais avoir deux niveaux de réponse. Est-ce que vous m'autorisez une petite question à la salle pour commencer ? Oui. Qui ici, dans les 10-15 derniers jours, a eu comme réponse à une personne qui demandait comment ça va, c'est un peu la course? Oui, c'est clair. On est d'accord, hein? Alors, pourquoi je pose la question? Parce que je voudrais vous partager le résultat d'une étude qui a été faite il n'y a pas longtemps en Espagne auprès de personnes qui malheureusement étaient atteintes de maladies graves et plutôt annoncées dans des phases terminales. On leur a demandé si tu avais dû ou pu faire autrement ta vie, qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Et j'ai un scoop pour vous, absolument personne n'a répondu plus de PIB, plus de croissance, plus de sales, plus de SUV, plus de. Et donc, après quoi on court au final? Et donc, je trouve qu'il est vraiment temps qu'on se pose ces questions-là. Et je le dis parce qu'on est quand même dans un cadre de business. Le monde économique court après quoi? Et quand bien même on court après un autre monde économique, c'est ce que moi je fais au quotidien, on court quand même.
Donc, je pourrais te répondre très simplement que oui, je suis heureux parce que, notamment, j'arrive à accorder beaucoup de temps à ma petite fille, et ça, c'est une source inépuisable de bonheur, y compris quand je suis très frustré par le monde professionnel dans lequel je suis. Par contre, ce que je voudrais partager tout de suite, et je pense que c'est important qu'on tire le fil de ça sur ce thème de conclusion, c'est que dans les écosystèmes d'entreprises engagées, qui sont vraiment ceux que je côtoie le plus, on a cité Bicorp, mais il y a bien d'autres mouvements d'entreprises engagées, le mouvement Impact France, le Centre des jeunes dirigeants, je pourrais aussi citer le monde des ONG, les mondes militants. On est sur des profils de personnes qui ont accepté de voir constamment les enjeux environnementaux, les enjeux sociaux auxquels nous sommes confrontés. Jusqu'à preuve du contraire, ils ne s'amenuisent pas. Et donc, ils sont constamment dans une injonction. C'est pour ça que d'ailleurs, je me retrouvais beaucoup dans la définition que tu donnais tout à l'heure. C'est que à vouloir toujours satisfaire nos désirs, nos besoins, en fait, on est presque condamné à être malheureux. Et malheureusement, je constate que parmi les écosystèmes de gens très engagés, parce qu'ils acceptent d'être confrontés au quotidien à l'envie de faire advenir un autre futur, mais en même temps à une actualité qui tend plutôt à dire l'inverse, développent des formes d'anxiété bien plus fortes que la moyenne. Et donc je pense que être heureux quand on est engagé, c'est peut-être plus difficile que jamais. Il y a une espèce d'état émotionnel permanent, très fluctuant, de petites victoires, parfois de sentiments de grandes défaites. Et c'est pas simple de trouver des équilibres dans tout ça. Donc je m'arrête là pour pas faire trop long, mais en conclusion, je suis heureux par intermittence. Ce qui est déjà pas mal. Ça m'amène, Marianne, à une autre question, justement, c'est à quel point est-ce que investir dans cette quête d'un monde meilleur, plus durable, plus responsable, peut nous rapprocher du bonheur, puisque c'est aussi la question qui nous occupe si on convoque, par exemple, les grands philosophes. Alors, c'est peut-être le sujet du bac qui va tomber bientôt. Est-ce qu'un comportement vertueux, est-ce que la morale a conduit au bonheur ou pas? Les avis sont divisés sur la question, peut-être dans la salle aussi. On a chez Platon, qui pose vraiment clairement cette question, un débat entre Socrate, dont vous avez déjà entendu parler, j'imagine, et un adversaire sur cette question. Et Socrate pense que la vertu rend heureux. Et donc, si vous vous engagez pour le bien, vous en tirerez immédiatement, du fait même de votre action vertueuse, une récompense. Son adversaire lui dit « Mais enfin, tu es totalement naïf ». Et pour preuve, lui raconte l'histoire d'un homme qui, à force de crimes, un homme parfaitement immoral, va conquérir le pouvoir. Et l'adversaire de Socrate lui dit « Tu vois, c'est un homme heureux, il est au pouvoir, il a tout ce qu'il veut, et pourtant, c'est l'homme le plus immoral qui soit ». Ce à quoi Socrate lui dit « Bien, moi, je considère qu'il est le plus malheureux des hommes. Extérieurement, il paraît heureux, mais en vérité, il est très malheureux. » Pour la petite histoire, vous savez peut-être que Socrate sera condamné à mort. On lui proposera de s'enfuir de sa cellule juste avant l'exécution et il décidera de rester et il dira qu'il meurt en homme heureux alors qu'il est condamné injustement. Donc, parce qu'il est fidèle à sa conscience morale. Comme si user de sa conscience morale, donner, quel que soit ce qu'on en retire, je dirais, quel que soit le prix que ça nous coûte, la satisfaction du bonheur, même si on doit le payer cher. Alors que celui qui est immoral peut avoir l'air de réussir extérieurement, mais son âme est complètement souillée et mutilée. Bon, ce que je viens de vous raconter, peut-être que quelqu'un dans la salle se dit « Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est naïf !» Et il y a un philosophe dont vous connaissez tous, parce que son nom est devenu un adjectif, Machiavel, dirait « Bon, allez, au vestiaire, tous ces philosophes naïfs, ça serait très beau que be better nous rende be happy, mais pas du tout. Hein, l'humanité étant ce qu'elle est, ça serait bien de pouvoir être better pour être heureux, mais si tu veux être happy dans ta vie, sois surtout très mauvais quand il le faut, sache entrer dans le mal. Et donc vous voyez, vraiment, les avis sont très partagés. Faut-il ou non suivre la voie de la vertu pour atteindre le bonheur, ou faut-il entrer dans le mal? Voilà. Telle est la question. Telle est la question. Et je vois Sébastien qui brûle d'envie de rebondir et de se saisir du micro. J'adore la philosophie, c'est génial d'entendre tout ça. La question posée par Socrate, il dit non, regardez, lui, il se comporte de telle ou telle façon, il accumule des richesses, il est quand même heureux. Mais ça n'implique pas qu'on ne puisse pas être heureux en étant moral. Peut-être qu'il y aurait deux façons d'être heureux, en étant moral et puis aussi en étant assoiffé simplement de richesse et de plaisir. Alors,
y a une réponse, en tout cas un éclairage neurobiologique très récent qui vient. C'est pour ça que ça m'a fait réagir. Sur est-ce que le fait de suivre des préceptes moraux et d'être en accord avec ses valeurs fondamentales rend heureux? Alors, il y a une étude qui vient de paraître, qui a été menée par des universités de Shanghai et de Pennsylvanie, qui a consisté à étudier des personnes, d'abord en leur faisant remplir des questionnaires des stades du développement moral. Il y a un psychologue qui s'appelle Laurence Kohlberg, canadien, qui a établi 3 stades du développement moral. Un stade qu'on appelle préconventionnel, en gros, qui dit que, par exemple, je vais respecter les limitations de vitesse sur l'autoroute, simplement pour ne pas être flashé, pour ne pas avoir une amende. Voilà. Le stade conventionnel, c'est je me dis, si tout le monde faisait comme moi, ça ne marcherait pas, donc je vais respecter la loi parce qu'on a besoin que ça marche comme ça, c'est conventionnel. C'est une convention. Et puis le stade post-conventionnel qui dit, je respecte les limitations de vitesse parce que je respecte la vie, parce que je considère qu'il est de mon devoir de me comporter bien et que c'est une valeur universelle. Et que je peux conseiller ça à tout le monde et que je peux me justifier de ça. Bon. Et ils ont réparti les volontaires en 3 groupes et ils ont vu que ils les mettaient ensuite dans un scanner pour mesurer l'activité des neurones qui donnent de la dopamine. Donc, c'est ces neurones qui s'activent quand on a de l'argent, quand on a un nouveau téléphone, quand on a un gros hamburger. Et ils ont vu que les gens qui avaient un stade de développement moral supérieur, post-conventionnel, avaient ce système de dopamine naturellement plus actif. Ils étaient plus... En tout cas, ils avaient... Est-ce que c'est du bonheur? En tout cas, imaginez le système de Kant. On dit que Kant, c'est les désirs, c'est le plaisir, mais imaginez que ce soit constant. Et ben, chez eux, c'était le cas. Donc ça donnerait un peu raison à Socrate. Mais on peut aussi maintenir ces circuits actifs en boucle en gagnant beaucoup d'argent et en détruisant la planète. Malheureusement, après, quand on a une conscience morale, on ne peut pas. Donc Ça quelque reste part, quand même c'est un handicap assez, moral. rassurant quelque part, puisque vous décriviez un petit peu les circuits de dopamine qui sont surtout stimulés quand on surconsomme, satisfait tous ses désirs. C'est assez rassurant de se dire que potentiellement on peut stimuler ces mêmes circuits et atteindre les mêmes niveaux de bonheur avec d'autres leviers. Et de façon plus stable. Parce que par exemple, il y a le bonheur de l'altruisme. Par exemple, quand on donne gratuitement quelque chose à quelqu'un, ça active aussi ces circuits du plaisir, hein, exactement les mêmes que pour la nourriture, le sexe, le prestige et tout. Mais alors que la plupart des plaisirs s'émoussent avec le temps, par exemple, si j'ai un nouveau téléphone aujourd'hui, c'est génial, j'ai de la dopamine, mais un an après, ça ne me fait plus rien, donc je suis obligé d'acheter la gamme supérieure. Par contre, avec l'altruisme, ça ne s'émousse pas. C'est-à-dire que le même geste de générosité va continuer à donner de la dopamine. Donc, c'est ça l'avantage, en fait, d'être quelqu'un de vertueux, c'est qu'on a son bonheur en soi et il ne s'use pas et il ne détruit pas. Je vais vous redonner la parole, Marianne, mais peut-être Thomas. Moi, je trouve que dans les personnes qu'on interviewe, que j'ai eu l'occasion d'interviewer, notamment ceux qui sont passés Bicorp, ceux qui ont mené leur entreprise à l'obtention de ce label, il y a une espèce de forme de, si ce n'est pas d'exaltation, en tout cas d'enthousiasme très puissant, de joie assez communicative. Comment est-ce que vous l'analysez? Quel regard vous portez un peu sur cet état de fait? Déjà, il y a la difficulté d'obtention qui fait que quand on l'a, on se dit ça y est, c'est bon, après des mois d'efforts, pas mal de choses à prouver. Et parfois, en allant créer tout un tas de data qui sont pas simples, qui sont pas drôles et qui rendent pas spécialement heureux. En tout cas, moi, Excel m'a jamais rendu heureux à titre personnel. Déjà, il y a une joie inhérente à l'obtention de la qualité et du label, parce qu'il est très difficile à obtenir. Puis après, je pense qu'il y a le fait de rejoindre, d'appartenir à une communauté d'entreprises pionnières. Bon, il y a une entreprise qui est très iconique pour nous qui s'appelle Patagonia. D'ailleurs, je vais faire le lien avec un film qui a récemment été produit par une Big Corp française qui s'appelle Welcome to the Jungle, et un des cadres dirigeants de Patagonia qui, en conclusion du docu, qui dépeint une société qui va pas très bien et où des entreprises essaient de trouver des solutions, mais avec des échelles d'action qui sont tellement trop faibles par rapport à la dimension du problème, et qui conclut en disant en fait, à quoi bon être pessimiste? Alors ça peut paraître simple dit comme ça, n'empêche qu'en fait, il a tellement raison et j'essaie de m'inspirer de ça quand j'ai des coups de chaud, des moments de colère, de rage, de désespoir, dire mais à quoi bon être pessimiste? Le mieux que je puisse faire, c'est de transformer ça en une énergie d'action pour faire advenir autre chose à mon échelle, et ça, ce sera une source de bonheur. Bon voilà, et puis je me demande un peu ce que je fais là, parce que vous avez quand même invité 2 auteurs qui ont chacun 6 bouquins, et moi vous m'avez mis une slide avec 5 pictogrammes, donc on n'est pas vraiment au même niveau de réflexion, mais chacun son rôle sur la table ronde. Voilà, donc c'est ça qui peut, je pense, provoquer une source de joie et de bonheur, c'est de rejoindre cette communauté au-delà du B, qui est quand même l'idée derrière de dire on contribue à quelque chose de bien plus grand que nous,
on contribue à un autre monde économique et à une société où les entreprises apportent des solutions pour résoudre les enjeux sociaux et environnementaux. Mais après, ce que vous faites par exemple ici, c'est qu'il y a des individus qui font la société, et puis il y a les sociétés qui font beaucoup pour la société, qui ont un fort impact, et Bicorp fait aussi beaucoup pour que cet impact soit le plus positif possible. Je trouve que personnellement, puisque tout est très personnel, le bonheur, c'est aussi une espèce de forme de sérénité absolue. Et par exemple, moi, j'ai trouvé que la donnée partagée par Bicorp sur la résilience des entreprises qui étaient labellisées en période de crise était intéressante à ce titre. C'est pas forcément un bonheur qui irradie, mais c'est une forme de, voilà, de paix, même dans la tourmente. Il y a une chose dont je suis absolument certain, parce que on a fait une étude au niveau national en France sur les entreprises labellisées, mais je peux aussi donner des choses qui se passent dans mon entreprise de services numériques. On est à peu près 750, donc ça commence à faire des échelles intéressantes, avec 12 implantations, donc en plus il y a une disparité territoriale, etc. En fait, ce dont on se rend compte, c'est que de plus en plus, des entreprises qui ont anticipé des problématiques sociales et environnementales, voire dans le cas des Bicorp, qui bien souvent essaient de les traiter par le modèle économique, par le business, apporte une forme d'enthousiasme, de joie, de sens à des individus qui en ont besoin. Et ça, c'est clairement un gage de stabilité. Par exemple, dans ma boîte, le taux de turnover par rapport à la moyenne du marché est 3 fois plus faible. C'est énorme. Et ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire que aussi pour les encadrants, les managers, les dirigeants, les dirigeantes, il y a une sérénité, parce qu'on ne doit pas passer son temps à chasser des profils pour aller staffer les équipes et répondre aux besoins de ce qu'on a vendu. Enfin, il y a effectivement cette idée-là, et peut-être pour prendre un chiffre que tu évoquais, on a eu une réponse de, je crois que c'était plus de 80 dirigeants et dirigeantes qui couvraient 22 secteurs d'activité différents, et dans 80% des cas, ils disaient, suite notamment au Covid et au début du conflit en Ukraine, s'être sentis très résilients face à ces contextes-là, notamment au niveau de leur modèle d'affaires, alors même que dans bien des secteurs d'activité, c'est compliqué et très compliqué pour beaucoup d'entreprises. Merci pour la donnée. En effet, je manquais de précision en la citant. Marianne, tu voulais réagir notamment à ce que Sébastien disait sur l'altruisme et sur les autres voies. En fait, j'avais une question à poser sur la dopamine. Est-ce qu'elle elle apparaît aussi bien en situation de satisfaction est-ce qu'elle permettrait de distinguer la satisfaction du bonheur? Parce qu'en philosophie, on le distingue. Et est-ce que celui qui accomplit ses désirs, qui obtient, vous parliez de richesse, de sexualité, etc., quand la dopamine survient, est-elle une preuve d'un homme heureux ou d'un homme satisfait? Parce que c'est pas tout à fait peut-être la même chose. Mais après, plus tard, vous y avez un peu répondu en parlant de la stabilité de la dopamine qui avait le troisième niveau de personne, où là, effectivement, on serait, la durée ferait l'entrée dans le bonheur, quoi. Non, à la base, la dopamine, elle donne une récompense sous forme de plaisir transitoire. Donc Et donc, elle encourage l'individu à recommencer. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a gagné une certaine somme, on a de la dopamine, et puis ça s'émousse, et puis le seul moyen d'en avoir de nouveau, c'est comme un addict. Là, c'est la molécule de l'addiction. La cocaïne, c'est de la dopamine. L'héroïne, ça libère de la dopamine. Donc il va falloir chercher toujours plus. C'est étudié dans le domaine politique, dans le domaine des sphères du pouvoir. Vous grimpez les échelons, vous avez de la dopamine, puis la partie du cerveau qui libère de la dopamine commence à grossir, elle s'habitue, et puis elle grossit de plus en plus à mesure que vous montez les échelons, et on ne peut pas s'en débarrasser. C'est pour ça qu'à la fin, on se bat pour se maintenir au pouvoir, et pas forcément pour le bien commun. Donc c'est très important de dire que c'est une récompense ponctuelle, c'est comme un aiguillon, une carotte, et ça se rôle dans l'évolution des espèces qui pousse les espèces à chercher toujours plus d'avantages, que ce soit à manger, que ce soit à se reproduire. Et l'être humain est très fort pour ça, il a un système dopaminergique très fort, ce qui fait que c'est une espèce qui est invasive, qui a toujours repoussé les frontières, qui s'est multipliée et qui prélève toujours plus, parce qu'elle sait que c'est comme ça qu'elle va avoir cette molécule. Mais heureusement, c'est vrai qu'on peut faire autrement, on peut trouver une justification à l'action autrement que par la dopamine, déjà en étant capable de se retenir et donc de vivre dans une forme d'austérité, parce qu'à ce moment-là, ça recale les niveaux de dopamine, et à ce moment-là, le moindre petit plaisir, un petit truc tout simple, va de nouveau provoquer un fort bonheur. Donc c'est une affaire de contraste. Et puis ensuite, il y a la question du sens dont vous avez parlé, qui est essentielle, puisque quand on se comporte d'une façon destructrice vis-à-vis de notre monde, que certes on en a un intérêt personnel et du plaisir personnel, mais qu'on sait que ça condamne les générations futures, on peut vivre dans un état de contradiction interne qui nous fait ressentir l'absurdité de notre action. Et ça,
beaucoup de gens ne le supportent pas ou croient le supporter ou se forcent à continuer dans une voie avec laquelle ils ne se sentent pas à l'aise avec leurs propres valeurs. Ça crée ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Et ça se voit aussi dans le cerveau, au niveau d'une autre partie du cerveau qui est en quête de sens. Et quand, au contraire, on arrive à de nouveau aligner ses valeurs et ses actes, cette partie du cerveau s'apaise. Et certes, ce n'est pas de la dopamine, mais c'est un sentiment d'apaisement et d'harmonie. C'est l'autre version du bonheur, ce n'est pas l'hédonisme, c'est le démonisme. Et ça, on l'a beaucoup oublié aujourd'hui. Donc, si on résume, ça voudrait dire qu'il faudrait passer par une petite phase j'allais dire de jeûne. C'est pas le mot jeûne que je cherche, mais c'est de privation, grosso modo, de nos pulsions consuméristes et d'envie de satisfaire nos désirs, qu'on se réaligne un petit peu avec une quête de sens. Et je reviens à ce que disait Thomas tout à l'heure sur le fait d'avoir conscience aussi du monde dans lequel on vit, de savoir et d'apprendre. Et moi, j'ai trouvé intéressant, en découvrant un peu vos travaux sur le cerveau, d'apprendre que l'apprentissage est aussi une autre façon de libérer beaucoup de dopamine et donc d'avoir un impact sur nos cerveaux assez proche et ben justement de l'altruisme ou de la surconsommation. Oui, c'est très important de le mentionner, puisque ça, c'est effectivement des travaux qui sont assez récents, qui montrent par exemple que quand on prenait par exemple un adolescent qui est habitué à avoir du plaisir en scrollant sur son smartphone, en allant sur les réseaux sociaux, en regardant des vidéos distrayantes, en regardant des influenceurs. Tout ça, c'est une vraie machine à dopamine qui est totalement industrialisée par l'industrie du numérique. Il a de la dopamine instantanément. Et donc, il suffit qu'il appuie sur un bouton, il fait fonctionner ce circuit-là, qui le rend complètement indique d'ailleurs. Mais il y a une autre façon d'avoir de la dopamine, c'est par exemple en amenant le jeune. On lui dit, tu éteins ton portable, on va aller dans la forêt, je vais t'apprendre un petit peu le nom des arbres, j'aime bien, je connais ça, j'ai appris ça moi-même de mes parents, je vais te transmettre un truc. Et puis au début, ça l'embête parce que ça clignote pas dans tous les sens, il n'y a pas d'influenceur, il n'y a rien. Et puis à la fin, il commence à regarder, puis il y a une sensibilisation un petit peu à des informations à bas bruit, parce que notre cerveau, au départ, il est quand même fait pour capter des informations à bas bruit dans la nature, pas pour être bombardé comme ça. Et au bout de 15-20 minutes, on voit que le fait d'apprendre des choses, de nourrir sa curiosité, effectivement, ça remet en marche ce système de libération de plaisir et de dopamine qui va être consacré à l'apprentissage. Et on voit que la molécule va s'écouler dans des parties du cerveau qui sont dédiées à la mémoire, comme un centre très important qui s'appelle l'hippocampe, qui est attaqué par la maladie d'Alzheimer, par exemple. Et donc, ils vont apprendre quelque chose. Il y a le plaisir, mais on ressort en étant grandi par les connaissances, par l'émerveillement, par la curiosité. On peut faire avec le nom et les constellations, le soir aussi, avec l'apprentissage en classe. Et donc, ça veut dire qu'il y a un modèle possible d'entraînement de ce système du toujours plus, qui ne serait pas du toujours plus concrétisé dans une matérialité consumériste, mais un toujours plus de croissance mentale, de savoir, de curiosité. Et là, on ne peut que dire oui. Enfin, moi, je trouve ça assez fantastique. Les potentialités de notre cerveau sont immenses, sont infinies quasiment. On ne sait pas jusqu'en une vie on peut aller. Les gens qui vivent de tout ça, de savoir, de curiosité, de recherche, le savent. Donc il suffirait quelque part, par un jeu de vase communicant, de dire on va plutôt investir là-dedans. On serait assuré d'avoir notre shoot, mais avec un impact carbone quasi nul. Thomas, quel est, d'après vous, le principal moteur des entrepreneurs, des personnes, je veux dire, qui viennent vers vous pour soit Bicorp, soit connaître plus le modèle des perma-entreprises? Si on reprend un petit peu, l'altruisme, le fait d'avoir envie de penser à ce qu'on va léguer aux générations futures, le niveau de connaissance et donc de prise en compte de l'état des choses. Enfin, est-ce que vous avez réussi à identifier un peu, vous, un moteur plutôt qu'un autre? Alors, il peut en y avoir beaucoup, on en a déjà cité un certain nombre, mais peut-être que ce qui peut être intéressant de citer, et ça c'est vrai de plus en plus, c'est une source de performance. C'est que la quête de sens, l'envie de préserver la planète, le vivant, mais tout ça c'est des discours qui sont tenus depuis des dizaines d'années auprès des populations dirigeantes pour dire changer la donne. Et pour autant, la grande majorité des entreprises n'ont absolument pas suffisamment intégré ça. Par contre, ce que je vois, et ça c'est assez nouveau, et on l'a un peu dit tout à l'heure, parmi les entreprises qui s'investissent davantage pour prendre soin de l'humain, préserver la planète, y compris via leur activité commerciale, pour beaucoup sont de plus en plus performantes. C'est pour ça que tout le monde commence à s'y intéresser. Alors, je ne veux pas faire du cynisme, et à titre personnel, je fais les choses par conviction profonde. Mais je me réjouis plutôt de pouvoir avoir de plus en plus d'exemples. C'est par exemple tout à l'heure chez nous 3 fois moins de turnover, mais l'année dernière, on fait 2 fois la croissance moyenne de notre secteur d'activité, service numérique, alors même que dans l'année, je peux vous citer 4 ou 5 renoncements business
qu'on a fait, qui aurait pu nous valoir encore quelques points de croissance en plus, mais parce que écologiquement ça collait pas avec le modèle. Je sais plus si on a un visuel de la perma que je vous avais envoyé, mais ça serait pas mal de le mettre si on peut. Je ne crois pas. Bon, c'est pas grave. Ou parce qu'on avait un prospect qui était exceptionnel au niveau business, mais qui avait un modèle fiscal légèrement douteux sur la partie redistribution et contribution à l'effort national. On a dit on n'y va pas, parce qu'ils ne partagent pas ce que nous on pense être des justes façons de faire tourner la machine. Et donc, c'est assez exceptionnel d'ailleurs de voir les réactions que ça peut susciter. C'est des personnes à qui on explique ça, de dire on a renoncé à du potentiel business, mais on a quand même fait mieux que le marché. Ils comprennent pas. Hein. C'est pour ça qu'on a donc inventé un modèle, juste pour terminer là-dessus, qui est inspiré de la permaculture. Et pourquoi la permaculture? Parce que dedans, il y a un principe fondateur qui est très nouveau pour le monde économique et le monde du business, qui s'appelle fixer des limites et partager les richesses. Et qu'on s'est dit, si au cœur de notre modèle, on arrive à intégrer cette dimension-là pour mieux protéger l'humain et la planète, et qu'on reste pérenne, on a tout gagné. Et comme ça marche, il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent. La dernière chose que je peux peut-être dire, c'est que justement pour fixer des limites à la quête du business, on a décidé d'en faire un commun. Donc il y a un livre que je n'ai pas écrit personnellement, c'est pour ça que j'ai pas eu ma jolie slide, qu'on a écrit avec mon père qui a créé l'entreprise où je suis aujourd'hui, et dans lequel on a mis la méthode pour que n'importe qui puisse en saisir. Et d'ailleurs ça, c'est franchement une sacrée source de bonheur et de joie pour moi, parce que je suis très fier qu'on ait pu aller jusqu'à dire, plutôt que d'en faire un business, on va en faire un outil pour que le monde économique, bien au-delà de nous, puisse faire des gros pas en avant, parce que des petites victoires, c'est bien, mais il est temps que ça accélère un petit peu. Merci Thomas. Marianne, on est loin dans le temps, en tout cas, de Socrate et de Machiavel. Qu'est-ce que ça vous évoque d'un point de vue justement très contemporain? Bien, tout à l'heure, tu disais à quoi bon être pessimiste. Il se trouve que le grand philosophe de l'éthique environnementale au XXe siècle, il s'appelle Ancionas, et il considère que la question que tu te poses, alors lui, c'est pourquoi se faire peur, en fait, pourquoi voir l'avenir de manière un peu sombre. Il considère que c'est l'affect moral par excellence, c'est-à-dire il faut le faire, et par exemple, il faut lire le premier chapitre du Bug humain, je crois, qui est terrifiant. Si vous avez vu le film Don't Look Up avec DiCaprio, je ne sais pas si vous l'avez vu. Bon, c'est le premier chapitre du livre qui m'a fait regarder en face ce qui est déjà et ce qui est à venir. Et donc, il faut se faire peur. Il faut même être un peu pessimiste pour engager une éthique de la responsabilité à la hauteur des défis tout à fait inédits que nous posent les développements de notre technologie, du monde moderne, et qui nous mettent dans cette situation catastrophique où votre maison à l'Île-Dieu sera bientôt perdue pour la famille. Il faut vraiment lire ce chapitre terrifiant avant d'acheter un bien immobilier, notamment. Mais vraiment, le développement des techniques, des technologies nous place aujourd'hui dans une situation inédite, nous dit ce philosophe, et donc un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Individuellement, ça ne marchera pas. On ne pourra pas relever ce défi éthique. Et ce n'est pas plus mal que les entreprises s'en saisissent, parce que pour lui, il n'y a que le collectif. Alors pour le politique, il ne pensait pas à l'entreprise, mais qui peut engager les mesures nécessaires, pas pour être happy. Il ne faut pas be better pour be happy, il faut be better pour be tout court. Parce que sinon, il n'y aura plus rien bientôt. Et donc, il faut vraiment faire ce tournant éthique au niveau collectif. Parce que ce n'est pas parce que je vais faire du tri sélectif personnellement que ça va changer le cours des choses, mais il y a une responsabilité, là, vraiment, qui permet tout simplement de penser aux générations futures que tu as évoquées. On a une responsabilité envers les générations futures, nous dit-il. On a la responsabilité de faire en sorte qu'ils trouvent le monde tel que nous-mêmes, nous l'avons reçu. Et je ne sais pas si vous réfléchissez à l'échelle de l'humanité, c'est quand même inédit que nous ayons à ce point le pouvoir de détruire totalement l'habitat dans lequel nous vivons. Donc, on doit construire une éthique à la hauteur. Et pour lui, la peur, à chaque fois qu'on engage quelque chose, se demander, tu parlais d'impact. Est-ce que si je fais cette chose, je mets en péril le fait que les générations futures puissent vivre dans un monde tel que moi-même, je l'ai reçu. Voilà. Moi, je trouve ça très intéressant, la peur, parce qu'à nouveau, pour convoquer ici des gens interviewés, notamment Frédéric Mazella ce matin en ouverture, qui s'est lancé dans une nouvelle
aventure entrepreneuriale face à l'ampleur des marches pour le climat qui l'ont un peu secoué. Et je pense aussi à beaucoup de personnes qui ont témoigné du premier jour de leur passage dans la Convention des entreprises pour le climat. Et ce premier jour a un surnom, ils l'appellent la claque ou la gifle, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un peu ça, c'est un peu le premier chapitre du bouquin. Et donc je me demande, moi, dans quelle mesure est-ce que la peur, justement, n'est pas un moteur plus puissant presque que le désir dans la construction d'un monde meilleur, d'un point de vue neuroscientifique, docteur. La peur, c'est l'émotion de la survie par excellence. Si vous n'avez pas peur, face à un danger, vous mourrez. On est câblé pour ça. Mais après, il y a plusieurs réactions face à la peur. Il y en a 3. Il y a la paralysie, un réflexe. Pour échapper à un prédateur, si on a une distance intermédiaire, le mieux, c'est à la limite de ne pas se signaler. C'est pour ça qu'il y a ce réflexe qui s'est gravé dans les circuits neuronaux de tous les mammifères. S'il y a un danger et qu'on est encore à distance intermédiaire, on ne bouge pas. Donc, il est paralysé, on ne peut plus bouger. Il y a un autre réflexe possible qui est de s'enfuir. Et puis, si le danger est trop près, le seul réflexe qui s'enclenche, c'est le combat. Donc, ça dépend. La peur est une émotion de survie, mais elle date de très très loin, et puis elle peut se manifester de différentes façons. Ce qui est sûr, c'est qu'elle provoque une réaction forte de l'organisme qui est nécessaire pour prendre conscience du danger. La peur, c'est l'émotion qui vous dit « attention » là. Et derrière, ce qui se passe, c'est que collectivement, il faut pouvoir enclencher des actions. Il y a énormément d'études qui ont été faites sur les campagnes de sensibilisation, par exemple au danger de la circulation, au danger du tabagisme. On voit que si on fait peur aux gens, ça marche à condition qu'on donne une porte de sortie, qu'on indique quelle est l'action qui est possible de prendre derrière. Si on fait juste peur, il ne se passe rien, voire pire, voire des comportements de déni. Et j'ai peur, j'ai l'impression que je ne sais pas quoi faire, donc je mets la tête dans le sable et je continue comme avant. Et ça marche énormément comme ça aujourd'hui. Je pense qu'on a tous très peur. Ouais. Et que ceux qui font semblant que tout va trouver une solution, et on est beaucoup dans un mouvement comme ça. Moi, j'ai vécu depuis la publication du Bug Humain, c'est arrivé à un moment où il y avait beaucoup d'attentes, de prise de conscience, beaucoup de relais. Aujourd'hui, on voit monter beaucoup les réseaux sociaux, les réseaux d'influence dans l'industrie, dans les grands groupes, qui organisent une résistance dans le climato-rassurisme, le climato-dénialisme. Ça monte très fort. Ce sont des gens qui ont peur. Ils ont tous peur. Bon. Et on voit que la peur n'enclenche pas forcément quelque chose de constructif. Et je pense que c'est bien de citer un Sionas pour dire que ça va passer par le collectif. C'est-à-dire que quand on va se poser la question, avoir peur de nos propres actions en anticipant la catastrophe qu'elles peuvent amener, ça c'est la responsabilité. Bon. Et ça veut dire que quelque part, toutes nos habitudes qu'on a prises de se faire plaisir, de consommer pour 10 tonnes de carbone par an, de faire des voyages pas possibles, de ne pas imaginer de réduire notre train de vie, toutes ces habitudes-là, il va falloir s'en extraire. C'est passé au stade d'automatisme. Le circuit du plaisir dont je parle, c'est un circuit de l'habitude, c'est un circuit de l'addiction. C'est quelque chose qui nous fait fonctionner au jour le jour sans qu'on ait besoin d'y réfléchir. Et pour s'extraire des automatismes, c'est là qu'on est à la fois très démunis et très bien pourvu par la nature. Parce qu'on a les 2/3 de notre cerveau évolué qui est constitué par une zone qu'on appelle le cortex préfrontal, qui a une taille énorme dans l'espèce humaine et qui sert à maîtriser nos pulsions. Donc, à dire maintenant stop, tu t'extrais de ces automatismes-là, tu prends conscience et tu résistes. Mais comme on le disait, quand on doit freiner ses impulsions tout seul, on n'y arrive pas. C'est ça, on n'y arrive pas, on souffre trop et puis on regarde les autres, on dit je suis seul, ça ne sert à rien. Le colibri, c'est uniquement pour les gens qui sont doués d'une éthique fantastique, quoi. Mais en pratique, toutes les expériences le montrent, la capacité de faire des sacrifices individuellement seul dans son coin, on a 10 000 fois moins de chances que quand on est ensemble. Thomas voulait réagir. Je vais essayer de continuer à faire le lien entre la haute pensée et le monde économique qui est un peu plus terre à terre et pragmatique. Je sais pas, récemment, vous avez peut-être vu l'information passer. Samsung a une croissance qui décélère et donc repasse numéro 2 de la téléphonie dans le monde derrière Apple. Donc, branle-bas de combat dans l'état-major de Samsung. Et qu'est-ce qu'ils demandent ? Ils demandent à tous leurs cadres supérieurs en Corée de passer à la semaine de 6 jours payés 5. Ça, c'est une forme de paralysie. Qu'est-ce qui se passe dans des entreprises que je côtoie plus et qui sont, par exemple, des Bicorp ? C'est que nous, on passe à la semaine de 4 jours. Alors, ça ne va pas être simple. Ça va poser plein de questions, mais on essaye. On essaye une autre modalité de fonctionnement. On essaye de se dire, peut-être qu'en décélérant un petit peu, on peut rester performant
mais on consommera moins de ressources, on aura moins de charges, donc finalement ça rentrera peut-être dans l'équation. Tu vois, là, il y a vraiment une forme de... Il y a deux chemins possibles, et là je vois bien le monde économique dans sa grande majorité qui est plutôt dans une forme de paralysie, en essayant de serrer la vis comme des malades pour continuer à tourner dans le même système, et des lieux, alors les Bicorps ne sont pas parfaites, mais elles font plein de choses bien pour chacune, et il y a heureusement plein d'autres entreprises qui font des choses bien qui ne sont pas forcément labellisées, qui essaient d'inventer un autre modèle, un autre rapport au temps du travail, un autre rapport au développement des offres, un autre rapport au développement du business. Et moi, je suis absolument convaincu que ces boîtes-là, elles vont gagner de plus en plus par rapport aux autres dans les années qui viennent, vu le contexte qui se dessine. Et reperformance et impact positif à tous les niveaux, pour boucler la boucle aussi. Merci beaucoup. Peut-être pour ne pas terminer sur la peur et sur des émotions trop négatives, parce qu'on n'est pas de cette nature, où est donc le bonheur, qui était le titre d'un de vos bouquins, Marianne? Si vous aviez une réponse très synthétique, je ne sais pas, en donc 300 pages résumées en 35 secondes. Non, je Il plaisante. me suggère de dire à Marseille, ce qui n'est pas faux. Euh, alors, je ne sais pas si c'est une pensée plus joyeuse. Hein. Vous me confiez la tâche de finir dans la joie. La définition par laquelle je conclus l'ouvrage Où donc est le bonheur, je commence par poser la définition qu'on a fait ensemble de cet absolu. Tout de suite, je reconnais avec les philosophes que si le bonheur c'est cela, eh bien, il faut en faire son deuil, clairement. Nous n'atteindrons jamais cette plénitude. D'autres philosophes nous indiquent une autre voie, je ne sais pas si elle s'explique sur le plan neurologique, mais le bonheur consisterait non pas dans l'obtention de cette plénitude, mais dans la capacité à accepter, à voilà, donner son assentiment au creux et au plein de notre existence, aux joies et aux souffrances. Être heureux, c'est pas quand j'ai que de la joie. Être heureux, c'est ma posture quand j'observe mon existence, qui est nécessairement faite de ciel bleu, mais aussi de nuages, et que je cesse de considérer les nuages comme l'obstacle au bonheur, comme le moment où le bonheur a cessé tout d'un coup. Ah oui, j'ai eu cette souffrance, j'étais heureux avant, je ne le suis plus. Non, le bonheur, c'est la capacité à prendre la totalité de l'expérience humaine dans sa positivité et sa négativité inhérente, et à accepter cette règle du jeu comme on se tiendrait au fond face à l'autel lors d'un mariage et dire « je te prends pour le meilleur et pour le pire ». Et à partir du moment où on a cessé de vouloir cette espèce d'idéal totalement illusoire et toxique, d'un bonheur qui ne serait que ciel bleu, et qu'on comprend que les nuages feront partie du jeu, qu'on les accepte et qu'on aime la vie pour ce qu'elle est, alors on peut se dire heureux. Moi, je trouve ça quand même très, très positif. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous. Si jamais j'ai oublié quelque chose d'essentiel pour le bonheur de chacun, il est temps maintenant de vous emparer du micro et de rectifier cet oubli. Non. Est-ce que quelqu'un, Héloïse et Sonia, qui nous ont reçus, ont peut-être un mot pour clôturer gaiement avec beaucoup de... Non, je plaisante, j'arrête là tout de suite. Et merci encore à tous les trois d'avoir été avec nous. Merci. Je voulais juste vous remercier tous pour cette première édition de Be Better. Un grand merci aux équipes qui ont délivré un travail de dingue en 4 mois. Merci à tous les participants d'avoir répondu présent pour cette journée. Je vous propose surtout de finir avec une petite coupette de champagne, un petit cocktail dehors, au soleil.